Bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être venus à cette conférence pour les journées de l'eau organisées par le département de la Mayenne au Grand Nord. Donc trois conférences sur la journée, donc plus plutôt sur l'histoire du climat qui nous est présentée donc par Roch du musée des sciences de Laval, et puis moi je ferai un petit focus sur les conséquences du changement climatique sur l'eau en Mayenne. Et puis cet après-midi, on a un sujet plutôt sur la partie les calcaires de la Mayenne, les grottes et l'importance pour l'alimentation potable. Puis sur la biodiversité en fin d'après-midi. Voilà, la première partie de présentation par Roch, c'est vraiment l'histoire du climat à l'échelle des temps géologiques jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre comment on a réussi à reconstruire cette histoire-là et comment aujourd'hui on sait du coup identifier les perturbations qu'on peut apporter à ce climat nous en tant que. Merci. Merci. Alors, mon prénom complet, c'est Roch Alexandre. Vous pouvez m'appeler Roch. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Il n'y aura pas de souci. On aura un temps vraiment dédié pour des questions à la fin également. Théoriquement, je peux faire à peu près 20 minutes. Il y a des chances que ça déborde un petit peu. La liste sera plus proche des 27-30 minutes. Mais voilà, on va essayer de faire un truc un petit peu général. Donc, comme Alexis l'a dit, je travaille pour le musée des sciences à Laval. Donc, le musée des sciences n'est pas ouvert au public en soi. Il sert surtout à abriter en fait les collections scientifiques de la ville de Laval, et notamment tout ce qui est autour de l'histoire naturelle. Moi, ma spécialisation, c'est plutôt du côté de la paléontologie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des notions qui sont un petit poil à la bordure de ce que je fais normalement. Mais on doit voir ça ensemble. Alors, on va commencer d'abord par une petite définition qui est celle du climat. Le climat, donc en fait, si on cherche des informations là-dessus, généralement on va tomber sur l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques d'un pays, d'une région. Je vais élargir à une zone. Mais très souvent, ce qui manque dans cette définition qui devrait apparaître, c'est la notion de temps qui est à prendre en compte. Le climat, en fait, c'est pas du tout la même chose que la météo. La météo, c'est vraiment un instantané. C'est ce qu'on voit sur la journée, à la nuit, sur 2-3 jours. Mais ça va s'arrêter à ça. Pour le climat, on va plutôt faire référence, en fait, à des longues périodes. Une période, par rapport à la vie humaine, hein, j'entends, d'autres sur l'échelle de 30 ans. Donc on va faire des relevés pendant 30 ans. Et à chaque nouvelle année, en fait, on va comparer sur les 30 dernières années si ce climat est différent, si justement ces conditions atmosphériques, météorologiques sont différentes. Pareil, du coup, généralement, un climat, c'est dans une région donnée, une zone donnée. Donc, par exemple, nous, en France, on va avoir le climat océanique du côté de la Bretagne, du côté du bassin d'Aquitaine. Et plus on va rentrer dans le vers l'éther, on va avoir des climats plutôt continentaux. Alors, continental, vraiment, en France, c'est plutôt du côté de Strasbourg. Ici, en Mayenne, on est vraiment à la limite, en fait, entre de l'océanique et, justement, du continental. Si on va vers le sud, on va retrouver des climats méditerranéens. Donc là, le climat méditerranéen, c'est toute la bordure de la Méditerranée. Mais on trouve ce climat-là également en Californie et un tout petit bout en Australie, et je crois qu'il y a un autre bout sur la côte chinoise de quelque part. Et pareil, l'Afrique du Sud, nous semble qu'il y a un climat qui est proche du climat méditerranéen. Pareil, vous avez climats tropicaux, subtropicaux, équatoriaux, ce genre de choses-là. Donc, ils vont être définis globalement par les précipitations, donc la quantité de pluie qui va tomber justement sur une période donnée. Généralement, on fait à l'année. Également, les températures qui vont être prendre. Ça, c'est ce qui va servir à définir ce climat, justement. Alors, le mot climat, d'ailleurs, petite information intéressante, c'est qu'il signifie inclinaison. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Alors, la partie qui va nous intéresser particulièrement là aujourd'hui, c'est la partie paléoclimatique. Alors on rajoute paléo, ça veut dire ancien. Et du coup, c'est la reconstitution des climats anciens. Comprendre les mécanismes en fait du changement climatique, alors plutôt des changements climatiques qui a pu y avoir à travers les millions d'années en fait l'histoire de notre planète. Donc là, pour le coup, se réfère pas tellement nous à du 30 ans pour des données. On est plutôt à l'échelle d'une million d'années pour se faire une idée d'un climat à une époque.
en sachant que voilà, quelquefois on a plus ou moins de données, plus on s'éloigne dans le temps, moins on aura d'informations. Alors, pareil, la paléoclimatologie permet en fait de coupler différentes disciplines les unes avec les autres, notamment la climatologie, parce que peut-être on va souvent comparer à ce qu'on peut voir et observer dans l'actuel, de l'écologie, de la géologie, de la paléontologie. Et là, du coup, justement, on va attaquer un petit peu plutôt quels sont les indices qui nous permettent de voir justement les différents climats qu'il y a eu dans le passé. Alors, pour l'instant, il y a un petit peu de texte, mais après, il y aura des images, ne vous inquiétez pas. Alors, un premier type d'indice qui peut être très important pour nous, en paléo et en climato et paléoclimato, c'est justement les types de roches auxquelles on va avoir affaire. Donc, les types de roches, justement, il y a apparemment beaucoup. Classe plutôt les roches sédimentaires qui vont nous intéresser pour le climat. Donc, c'est des sédiments qui peuvent être très variés, avec des compositions chimiques qui sont différentes. Et justement, la composition chimique peut nous renseigner sur de quelle manière s'est déposé le sédiment qui s'est ensuite transformé en roche. Les milieux de dépôt, donc, qui sont soumis au climat d'époque, donc d'après les précipitations, peuvent influer justement là-dessus. La température également. Je vais vous montrer quelques exemples à travers l'histoire. Et donc généralement, on va parer en fait avec ce qu'il voit dans l'actuel de nos jours, justement pour comprendre un petit peu les conditions à l'époque. Alors, un premier exemple. Donc là, je vous ai mis une image qui a été prise en Argentine. Vous voyez que là, le sol est d'une couleur assez particulière. On croise pas tellement nous dans des régions nordées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des latérites. C'est un type de roche assez particulier et justement, ce sont des roches qui sont altérées. Elles sont altérées et en fait, ça va avoir un effet de concentration des oxydes de fer et des oxydes d'aluminium dans cette roche. Et c'est ce qui donne cette couleur justement très rouge ou orangée en fait au sol. Ces profils d'altération, ils vont se mettre en place essentiellement dans des zones tropicales, subtropicales, des endroits où il fait plutôt chaud et plutôt humide. Alors, le plutôt humide, il est à prendre en considération, il faut faire assez attention, parce qu'en fait, selon le type de latérite qu'on a en passe de vie, et d'en fait, justement, on peut déterminer si le climat est très humide, un peu moins humide, si c'est même carrément sec. Ça peut être déterminé. Donc là, vous avez 3 exemples de latérites qu'on peut trouver. Donc il y a des bauxites, avec des murets d'aluminium, et des oxydes d'aluminium, la gypsite, donc là où ce sont vraiment des hydroxydes d'aluminium, la kaolinite, là du coup qui est un minerai qui est argileux à la base, donc avec vraiment des particules très très fines, mais qui peuvent être des silicates, des carbonates et ainsi de suite, et mais aussi avec donc, du silicium et de l'aluminium. Alors, là je vous ai parlé de différents types de latérites. Ce que vous voyez là ici, alors, bien fatigué, voilà. Les différents colloques que vous voyez, c'est la forme que va prendre le profil d'altération selon le type de latérite qu'on va avoir en face. Les noms sont pas importants du tout, juste chacune des colonnes est différente et correspond à un environnement différent et du coup à un climat différent. En bas à gauche, vous avez un petit tableau justement qui reprend en fait les différents types de latérite et vous pouvez voir donc, les précipitations qui y correspondent. Donc si on prend par exemple les ferrets-crêtes, on est entre 1100 et 1600 mm de pluie par alors que si on prend par exemple les cryptobauxites, qui vont être par ici, on est plutôt autour de 2000 mm par an. Donc en fait, selon la roche en face, on va déterminer assez finement en fait ces conditions. Alors, si on avance un peu, là vous avez donc une petite carte de l'Afrique, autant de l'Ouest et un petit peu centrale. Et justement, alors, il n'est pas forcément très simple, mais dans l'idée, les latérites, globalement, on va les trouver essentiellement maintenant sur cette ligne-là. Mais, en fait, il y a des terrains latéritisés, donc qui subissent ces altérations, qu'on peut retrouver, en fait, vraiment tout le long du pet, sur toute cette hauteur-là. Mais en fait, on va en retrouver également en suivant ces lignes-là, et justement jusque-là. Alors, vous voyez que les lignes, en fait, elles correspondent à des époques. Et c'est des époques d'installation de ces terrains-là. Donc là, vous pouvez voir qu'au Jurassique, donc il y a 160 millions d'années, les latérites allaient plutôt se former en suivant, en fait, cette ligne-là. Et petit à petit, avec le temps, hop, elles ont commencé à migrer vers le sud, et encore un peu vers le sud.
Donc en fait, on sait que ce climat-là, on le trouvait à cette époque-là, vers ici, mais de nos jours, on va plutôt le trouver par ici. Ça va jusque là? J'ai perdu personne? Ok, tout va bien. Alors, je vais vous parler d'autres types de sédiments qui peuvent donner des informations. Donc là, d'abord, des dépôts continentaux. Vous avez les plus qui vont être plutôt indicateurs de climat froid et sec. Donc ce sont des dépôts éoliens. Alors éolien, c'est juste que c'est transporté par le vent. Du coup, justement, c'est plutôt des particules assez fines qui vont être composées. Donc là, on est sur des grains qui sont entre 20 et 40 micromètres. Ces dépôts-là, en fait, ils vont recouvrir environ 10% de la surface des continents, ce qui est pas rien non plus. En Mayenne, on en a pas mal d'ailleurs, dans certaines zones. Et justement, la majorité d'entre eux, on les trouve entre 30 et 50 degrés nord de latitude. Donc, globalement, c'est toute la ligne qui couperont l'Europe, en fait, une grande partie de l'Europe. Alors après, il y en a un petit peu dans tout endroit, plutôt au sud, et pareil, 30 degrés sud, on les trouve. La majorité de ces bœufs, ils vont avoir moins de 2,8 millions d'années. À chaque fois que vous verrez le MA ici, c'était un million d'années. Alors, les bœufs, ça peut ressembler à ça. Alors là, j'ai pris un cas qui est assez extrême. Du coup, c'est en Chine. Et donc là, il y a toute une vallée qui est remplie en fait de ce sédiment-là. Donc là, on voit bien la couleur bien jaune que ces sédiments. Et donc, comme je le disais, cela c'est typique de période froide et assez sèche. Alors, un autre type de dépôts continentaux qu'on peut retrouver, c'est les évaporites. Les évaporites, ce sont des climats arides qui vous permettent leur dépôt. Je pense qu'en fait, vous avez tous des exemples d'évaporites en tête, sans le savoir forcément. Si je vous parle du lac salé Salt Lake City, ça vous parle que d'être? Et ben justement, ce lac salé, c'est des évaporites qui sont en cours de formation. Donc en fait, tous les lacs que vous voyez comme ça, en fait, avec une croûte généralement un peu blanche sur le dessus, en fait, ce sont justement des roches salines qui se forment parce qu'il va y avoir justement un bilan hydrologique qui est négatif. Bilan hydrologique, c'est simplement il y a moins d'entrée d'eau que de perte d'eau. Ça veut juste dire ça. Donc c'est-à-dire des précipitations plutôt faibles, mais par contre une évaporation qui peut être très importante. Et comme du coup l'évaporation est très importante, il y a un effet de concentration des sels qu'on peut trouver dans cette eau. Et de petit à petit, justement, l'eau va être de plus en plus chargée en sel, jusqu'à ce que ça précipite et forme finalement des sédiments et des roches. Ça va toujours jusque-là? Alors justement, la petite précision, c'est que c'est climat aride, mais ça ne veut pas forcément dire chaud. Donc les évaporés, c'est pas toujours dans des endroits qui sont très chauds. Alors là, j'ai mis exemple de lac canadien. Je vous ai pas mis d'image à refus. Mais en soi, dans les grands lacs canadiens, il y en a certains justement où il y a des concentrations de sel qui sont de plus en plus importantes et qui vont finir par former des évaporites. Alors là, vous avez un exemple assez connu aussi, qui est la mer morte. Et en fait, justement, qui a eu différentes périodes dans sa vie, où c'était plus ou moins avec un niveau élevé en fait d'eau. Là, on est plutôt sur un côté de réduction de ce niveau marin. Et justement, en fait, il va y avoir des dépôts salins de plus en plus importants. Celle-là, justement, la concentration en sel elle est tellement importante qu'on peut y flotter dans cette mer-là sans aucun problème. Il n'y a pas trop besoin de penser. Alors, là, je vais passer justement plutôt sur des roches marines, donc les roches carbonatées. Je vais pas y rester très longtemps, je vais juste montrer quelques exemples. Mais en fait, ça, généralement, ce sont des rivières marins. Il va y avoir un autre petit détail juste après pour caractériser ces environnements-là, parce que la roche en elle-même peut ne pas suffire. Ça peut être des milieux marins. Donc là, je vous ai montré des plateformes carbonatées. Les plateformes carbonatées, vous voyez les Bahamas, là où il y a à peu près max 200 mètres de fond. On voit le sol. Enfin, on voit ce qu'il y a sous l'eau, c'est tout transparent, les eaux sont vraiment très belles. Et dans l'idée, ça c'est une plateforme carbonatée. Mais en fait, tout du long, il va y avoir des calcaires qui vont se déposer. Quand on arrive au bout de cette plateforme carbonatée, généralement, c'est là qu'il va y avoir les récifs qui s'installent. Ça, on peut le déterminer aussi, nous, dans les roches. Parce qu'on va tomber des structures qui correspondent à des récifs. Donc là, on peut être assez précis sur ces milieux de dépôt-là aussi. Et donc, sur les informations climatiques qui vont avec. Pareil, les roches carbonatées, c'est pas qu'en milieu marin, on peut en trouver aussi dans des lacs. Alors, bon, maintenant, si je ne suis pas raté, là, on a d'abord des calcaires marins qui sont plutôt connus. Donc là, c'est Étretat.
Mais les calcaires marins, on les trouve pas forcément au bord de la mer. On peut les trouver aussi dans les rapaces mayennaises. Donc là, par exemple, c'est du côté de Tonchamp, plus précisément du mont de Tonchamp. Il y a une assez belle balade à faire dans les environs. Et d'ailleurs, on a mis un panneau explicatif sur la formation de ces roches avec le musée des sciences. Et donc ça, ce sont des calcaires qui sont marins. Là, ils ont un peu plus de 350 millions d'années, ces calcaires-là. Donc ils datent du Carbonifère. Donc on retrouve des organismes marins également dedans. Alors là, c'est le lac de Clairvaux, dans le Jura. Je vous l'ai mis, c'est parce que justement, lui, il a une sédimentation carbonatée. Ça se voit assez facilement parce que justement, on a des eaux qui sont plutôt claires, généralement qui tirent un peu sur le bleu, et on peut voir justement sur tout le bord, tour pour tour, ici en fait des zones beaucoup plus blanchâtres. Là, si vous marchez là-dessus, ça glisse un petit peu, je vous préviens. Si un jour vous allez dans un lac carbonaté comme ça a tendance un petit peu à glisser. J'en ai fait les feuilles deux fois. Alors, ici, je vous ai mis un tableau. On va vraiment pas rester trop longtemps dessus. L'idée, c'est juste de vous décrire la variabilité des roches carbonatées. Ça, c'est une des classifications qui existent, la classification de Folk. Et en gros, le principe, c'est de décrire les différents fragments qu'on peut trouver dans cette roche. La taille de ces fragments, la position chimique, ainsi de suite. Et du coup, ensuite, on va classer, en fait, les roches qu'on a sous les yeux. Voilà, ça s'arrête à peu près à ce tableau-là, sans θ. Alors, d'autres indices qui peuvent être très pratiques, au-delà de la roche en elle-même, ce sont vraiment les indices paléontologiques. Donc, la paléontologie, c'est différent de l'archéologie, je t'avais précisé. On n'étudie pas tout à fait la même chose, même si on a des techniques qui peuvent être un peu similaires. Alors, paléontologie, logie, c'est l'étude de quelque chose, onto, c'est la vie, et paléo, en tout cas, c'est ancien. Donc, c'est vraiment l'étude de la vie ancienne. Alors, je vous ai mis, pareil, une définition fossile, c'est trace de vie passée, parce qu'en fait, c'est pas toujours un os ou une feuille, un fossile, ça peut être tout à fait ces cas-là, mais ça peut être aussi simplement une empreinte de pas. Ça peut rentrer dans les fossiles. C'est une catégorie particulière, mais ça en fait partie. Ça peut être aussi des traces de bactéries, par exemple. Des impressions de méduses dans la roche, ça arrive pas, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Mais voilà. Donc là, justement, le fait de pouvoir identifier ces spécimens, ça peut nous renseigner sur le milieu de vie dans lequel c'était, et du coup, vous permettre d'avoir des informations également sur le climat. Alors, et généralement, on va comparer avec des organismes, on peut le voir encore mieux. Je vous ai mis un petit exemple. Alors là, du coup, on arrive vers ma spécificité, la micropaléontologie. Ce monde-là, peut-être que vous connaissez, si vous avez déjà été dans des petits étangs, des endroits assez calmes. Il peut y avoir justement des espèces d'algues qui ressemblent un peu à des prêles, mais qui sont sous l'eau. Et en fait, ça va être ce truc-là que vous voyez ici. Donc là, c'est un bronze zoom quand même. La plante en elle-même peut faire, pour celle-là, on est sur une vingtaine de centimètres de haut. Les plus grandes, c'est on les trouve dans la mer Baltique. Ça peut faire jusqu'à 2 mètres de haut. La mer Baltique, justement, parce qu'elle est très peu salée. Ça, c'est des plantes qui ne supportent pas la salinité. Dans 95% des espèces de ce groupe-là. Il y a quelques espèces qui sont capables de supporter une certaine salinité. Mais du coup, quand on les trouve, on est content, parce qu'on a une relation là-dessus. Alors, là, ce que vous voyez, donc c'est de l'actuel. Vous voyez qu'il y a des espèces de structures orangées ici. Et il y en a une grosse qui traîne ici, là, un peu masquée. Et en fait, ça, c'est l'équivalent direct de ce que vous voyez ici. Sauf que les petites choses que vous voyez ici, là, on est autour de 80 millions d'années. Ça a été trouvé, du coup, dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Donc, c'est alors cette espèce-là en particulier, ça s'appelle Peckycaracancellata. Je vais pas rester dessus au plus. Mais dans l'idée, c'est une espèce qui ne supporte pas du tout la salinité, qu'on va trouver plutôt dans des grands lacs. Parce que justement, il faut des zones très fréquentes parce qu'elles s'abîment assez vite. Là, le fait que justement ce soit pas du tout abîmé, qu'on reconnaisse même l'ornementation qui est à la surface, c'est vraiment que ça subit quasiment aucun transport. Donc on sait qu'on est vraiment dans le milieu de début, finalement, de ce truc-là. Alors en plus, un autre indice du type de milieu, c'est les espèces de coquines qu'on voit ici, qui sont des gastéropodes, globalement des escargots, des quilles du magot. Ceux-là, en fait, justement, pareil, ils vivent dans les milieux d'eau douce. Donc ça nous permet justement d'avoir une indication là-dessus. On sait qu'on est au Crétacé également,
parce que là, il y a des lignées complètes, en fait, de ces espèces-là qui se succèdent, et elle peut dater assez précisément à l'aide de ces spécimens-là. Et on sait qu'on était plutôt dans un environnement un peu chaud, mais avec des grands lacs. Alors, on va passer maintenant aux facteurs qui peuvent modifier les climats. Das ist qui. Ce qui est des vite. Pardon. Ouais, ça va, je suis... On a là, diapo 20, on est dans la 44. Bon, on va très regarder comme ça va défiler assez vite. Donc, les différents facteurs qui peuvent influencer le climat, le premier à prendre en compte, c'est des radiations solaires. Donc, c'est vraiment, en gros, toute l'énergie qui est envoyée par le soleil. Alors, la petite image ici, elle sert juste à montrer que si on avait une étape plate qui les efface au soleil, on se prendrait à peu près 5 à 6 fois plus d'énergie dans la tête, ce qui n'est pas le cas, et en fait simplement parce qu'on est sur une sphère en rotation. Hop, mais voilà, du coup, ça c'est une des principales sources d'énergie et un des principaux facteurs qui peut influencer sur les climats. Pareil, en fait, je sais plus si je le mis ici, bon, c'est du top. Il y a ce qu'on appelle des paramètres orbitaux, donc justement qui commandent en fait l'orbite de la Terre, son déplacement autour du Soleil, notamment, et justement qui peuvent influencer le climat. Donc là, vous avez justement la forme de cette orbite. Donc ici, c'est une orbite du coup avec une excentricité qui est nulle, ou quasiment nulle. Et en fait, justement, c'est là où il y aura le million de variabilité finalement entre les saisons paraboliques. Alors que quand vous avez une excentricité qui est forte, vous voyez que là, en fait, on est plus sur un cercle, on est plutôt sur une espèce de val. Et en fait, selon l'endroit où va se positionner la Terre, elle va être plus ou moins proche du Soleil, et du coup, on se porte plus ou moins d'énergie de la part du Soleil. Donc du coup, ça va faire varier les climats en fait selon nos lasers. Un autre paramètre orbital, c'est l'obliquité. L'obliquité, donc j'ai réussi à dire mieux. Donc là, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre. Parce qu'en fait, quand on regarde sur le schéma sur ici, on voit qu'en fait, c'est un angle qui va être environ 22-24 degrés entre là où se situe le pôle et l'axe. En fait, ça vraiment aurait l'impression que ça fasse vraiment la verticale par rapport au sol. C'est très mal discussion. Je pense que vous avez compris. Mais dans l'idée, cette inclinaison, elle peut varier avec le temps. Et justement, on a une idée de ces cycles-là, c'est environ 41 000 ans. Mais du coup, comme il y a cette variation, et ben en fait, la place de l'équateur, la place des tropiques et des cercles polaires va varier, alors même si c'est très léger comme ça, de degrés pour l'angle, et ben en fait, ça peut faire varier de plusieurs centaines de kilomètres avec la disposition de ces tropiques et des cercles arctiques et antarctiques. Alors, donc du coup, voilà, ça doit avoir une influence assez marquante. Le troisième paramètre orbital, ça va être la précession. Alors justement, là, l'axe, en fait, est assez important parce que comme il fait un angle de 22 degrés comme ça, et en fait, la Terre, elle va tourner en fait en faisant une espèce de cône, peut-être 14. Et du coup, justement, ce cône-là, il va être pas tout à fait le même tout le temps, plus qu'il y a aussi cette variation de cet axe. Donc en fait, quelquefois, c'est plus serré, un peu plus redressé. Et pareil, ça va faire un peu comme une touche. Ça ferait arrêter de tourner. Et ça fait vraiment des espèces de petits trucs comme ça. Et ça, justement, ça peut avoir une influence également sur le climat. Donc là, les principaux cycles pour ça, c'est autour de 23 000 ans, et également un autre de 19 000 ans. C'est assez particulier. Alors, si on fait un bilan énergétique de tout ça, globalement, je vais pas rentrer dans les détails, si jamais vous voulez voir la figure, n'hésitez pas à me la demander à vous. Mais dans l'idée, là, je sens ce flux solaire qui est mobilisé d'énergie, une partie va repartir, alors soit justement en se reflétant dans certaines matières, comme par exemple les nuages peuvent refléter ces choses-là. La banquise également reflète énormément d'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle du coup l'albédo. Et du coup, chaque matériau va avoir une valeur de l'albédo et une certaine réflétance. Du coup, généralement, plus c'est clair, plus ça reflète, plus c'est faussé, plus ça va absorber de tempête d'énergie. Alors justement, là le chemin il parle un petit peu de ça, des quantités d'énergie qui rentrent, des quantités qui repartent. Globalement, c'est plutôt en équilibre, normalement. Quand on rajoute un certain facteur rivaux. Mais voilà. Alors je vais avancer encore un tout petit peu. Justement, le facteur qui a prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors généralement, on les retrouve sous le nom de GES aussi. Ça veut dire littéralement ça. Gaz à effet de serre. Alors, le plus souvent, on entend parler du CO2, mais en fait, c'est pas le seul.
Si on entend surtout parler de lui, c'est parce que c'est celui qui est en plus grosse quantité, en fait, dans la paysage. Donc là, justement, tu avais des concentrations, alors, différencier bien les concentrations pré-industrielles et les concentrations, là, c'est 94. En vrai, c'est encore un peu augmenté depuis, là. Justement, donc là, vous avez des unités qui sont assez particulières. ppmv, c'est parti par million en volume. Ici, ppPV, c'est parti par milliard en volume. Donc en fait, entre les deux, la valeur ici, donc 280 et 700, en fait, que normalement, le 700 faudrait le diviser par 1000 pour avoir l'équivalent de ce qui est à gauche. Donc quand vous avez 280 parties par million CO2, en fait, vous avez 0,7 parties par million de CH4. Donc CH4, c'est le méthane. NO2, donc c'est l'oxyde nitreux, et les CFC, donc c'est des chlorofluorocarbones. Voilà, c'est des trucs qui n'existaient pas en fait avant l'ère industrielle. Donc ça, c'est vraiment dû à l'activité humaine, en fait, ces produits-là. Mais dans tous les cas, c'est des choses qu'on a. Alors, du carbone, ou justement de l'azote, généralement, c'est des trucs qui vont avoir au moins 3 atomes. Et justement, qui vont avoir un potentiel d'absorption qui va varier. Alors, là, il est de 1 pour le CO2, simplement parce que le CO2, c'est la référence. Donc en fait, c'est lui qui sert d'étalon pour les autres. Quand vous voyez que, par exemple, le méthane est à 21, c'est qu'il a un potentiel d'absorption 21 fois supérieur à celui du CO2. Du coup, plus on va à droite, plus on voit que ce chiffre est un petit peu frire. Mais justement, quand c'est des toutes petites quantités, finalement, par rapport au CO2, c'est un petit peu moins écolo, les choses. Mais voilà, sur le bouquin, on a tendance à avoir des quantités qui augmentent en fait pour tous ces gaz à effet de serre. Je vais en reparler un petit peu parce que justement, le CO2 notamment, il rentre en compte dans différents cycles. Et notamment donc le cycle du carbone, et qui est fortement lié au cycle de l'eau. Là, vous pouvez voir, alors tout à l'heure, je vous ai parlé des latérites, des altérations peut-être du sol, et justement, c'est un facteur qui permet notamment de séquestrer du carbone, par justement l'utilisation de CO2 dans l'altération des sols. Alors, là, je vous présente très rapidement ce schéma, mais il y en a un autre un petit peu plus complet après. Les précipitations, donc l'eau, la pluie qui va tomber, va justement entraîner du sédiment, va aider à éroder en fait les sols, et du coup mettre en contact des minéraux avec le CO2, et ces minéraux vont s'altérer. Mais du coup, ça va consommer le carbone, donc du CO2. Le CO2 peut se retrouver piégé finalement dans ces roches, dans cette enfer. Et justement, donc là, je vais passer à l'image après. Selon le type de roche sur lequel il va agir, ça va être compliqué, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué. En fait, vous avez deux grands types de roches qui participent à cette séquestration du carbone. Ça va être les carbonates, si j'ai envie d'utiliser, les carbonates qui sont ici, donc c'est tout ce qui est composé avec du calcaire et du coup du carbone, et silicates, donc qui contiennent de la silice. Là, en fait, justement, c'est que si on prend l'état naturel, on a réellement ces valeurs-là, donc les carbonates, ils vont consommer la même quantité de CO2 qui est issue des océans. Donc là, c'est équilibré. Si on prend le cas des silicates, ça consomme 2 fois plus de CO2 que ce qui est produit par les océans, et du coup, tout ça dans l'atmosphère. Donc en fait, quand vous avez une altération des silicates, et ben en fait, ça va consommer du CO2 et ça va séquestrer ce CO2. Donc en fait, c'est du CO2 que vous ne trouverez pas après dans l'atmosphère. Donc normalement, dans un état naturel, on devrait avoir de moins en moins de CO2 dans l'atmosphère. Alors, les processus que vous avez là, c'est pas des processus qui sont 1, 2, 3 jours. Bien pour le coup, mais plutôt sur des milliers, voire des millions d'années. C'est assez long. C'est des processus qui sont assez longs. Et à terme, justement, ça sert de régulation, en fait, du climat. D'éclairage. Est-ce que ça, alors, vous avez pas perdu, tout va bien? Ouais, ok. Alors, d'autres paramètres qui sont importants, ce sont les variations du niveau marin. Alors là, vous avez un petit graphique qui vous permet de voir à travers le temps l'évolution. Donc, ici du niveau marin, le truc un peu plus clair, qui est ici, et en dessous, celle du CO2. Donc enregistré par le biais de tout ce que je vous ai présenté finalement. Et en fait, on peut voir qu'il y a certaines corrélations entre CO2 et niveau marin. Et mis ça bout à bout avec les informations concernant les types de roches qu'on retrouve, avec leur datation et ainsi de suite, on peut recréer globalement un graphique qui nous permet de comprendre en fait
comment a évolué le climat à travers le temps. Alors là, juste de données, en vrai, c'est des milliers et des milliers de données qui sont en route pour faire ce genre de choses-là. Alors, la limite précambrien ici, on est à 540 millions d'années. Et donc là, du coup, ici, on est à notre époque. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des phases un peu plus chaudes, par exemple, début Ordovicien, milieu du Démonien, et en particulier au Crétacé, et les moments un petit peu plus froids, alors même carrément plus froids. Ici, ça s'appelle le cryogénien. Si vous avez déjà entendu parler de la Terre boule de neige, c'est à cette époque-là. Alors, c'est une théorie, il y a plein de choses, mais je viens de dire que finalement, c'était peut-être pas complètement trouvé. On va y aller juste avec le dernier critère. Et du coup, vous pouvez voir qu'il y a eu ici, à la fin de l'Ordovicien, donc c'est ce qu'on appelle l'Irmantien, pareil, je vais vous le présenter juste après. Alors, une grande phase de glaciation. Ici, du coup, pareil, de petites glaciations un petit peu sympas. Et la période où on est dans une des périodes, finalement, les plus froides que la Terre ait connues. Alors, plus froide. Après, c'est toujours faire attention aux échelles de temps. Là, c'était un graphique sur près plus de 500 millions d'années. Si on regarde un graphique qui s'arrête à 60 millions d'années, ici, vous pouvez voir les variations de température. Vous pouvez voir que tout le monde, en fait, des 60 millions jusqu'à il y a environ 1 million d'années, ça diminue. Là, sur les dernières centaines de milliers d'années, il y avait justement des phases glaciaires, des phases interglaciaires, des choses comme ça. Et ici, vous pouvez voir que sur le zéro, quasiment, en gros, c'est depuis le début de l'ère industrielle. Et en fait, le graphique remonte très très tôt. Et en fait, c'est justement dû à l'émission des gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Donc là, justement, ça permet de distinguer un peu ce qui était naturel, ce que je vais vous présenter avant avec la séquestration des carbones, où on ramène du CO2 qui diminue, les températures qui seraient plutôt stables, voire diminuées. Et là, on a plutôt du CO2 qui est en plus grosse quantité dans l'atmosphère, et avec justement des températures qui ont fâcheuse tendance à augmenter un peu trop vite. Alors, le dernier gros facteur sur le climat, c'est justement la disposition, finalement, des continents. Alors, en même temps que je vais vous présenter ces cartes, je vais vous parler justement de la position de la Mayenne sur cette carte. Vous allez voir que on a des plus du tout d'endroit que à ce moment-là. Donc, on a 540 millions d'années, donc le Cambrien. Ce que je vous disais, on sortait de la phase vraiment cryogénique de la planète. Et en fait, on peut voir que la plupart des continents, il y en a quelques-uns qui sont au niveau de l'équateur, mais la grosse partie va être au niveau du pôle sud. Est-ce que quelqu'un a une idée de là où pouvait être la Mayenne, d'ailleurs, là-dessus? Pas d'idée? Ouais. Alors, la Mayenne va être par ici. Donc là, ça va être, alors, une petite aide, toute la partie verte comme ça, c'est l'Europe. Globalement. Mais vous voyez, elle avait pas tout à fait en morceau de bloc, l'Europe à ce côté-là. Alors, si on avance un tout petit peu, on arrive au Sibérien. Donc là, justement, l'Europe se situe ici. La France est un élément de vraiment, je crois pas, sous petit amas là-bas. On est toujours plutôt en position antarctique, en gros, vraiment cercle polaire austral. Si on avance encore un peu, là on voit que il y a des choses qui ont tendance à remonter un petit peu. Nous, on est toujours tout en bas. Ouais, il fait froid. Alors, surtout à cette époque-là, donc là c'est l'Irmantien. Justement, c'est la grosse glaciation qu'on connaît dans les 541 millions d'années. Et vraiment très très grosse glaciation pour le coup. Et justement, il y a des théories qui viendraient mettre en avant le fait que comme on a des terres qui sont en position justement polaire à ce moment-là, et donc là, il peut y avoir la mise en place de glaciers, il peut y avoir la mise en place en fait de banquises en fait dans ces zones. Et donc du coup, 30 fini 35. Ouais. J'ai de prévu. Alors, oui, voilà, du coup, ça expliquerait pourquoi, à cette époque-là, il y avait également beaucoup froid. Parce que, comme il y a des terres en position polaire, ça peut permettre la mise en place de banquises et ainsi de suite. Donc là, dans les roches qu'on peut retrouver de cette époque-là, on en a, nous, la Cambrienne, et il peut y avoir des traces, notamment, de glaciers qui s'étaient mis en place, des traces d'icebergs, peut-être, qui se baladaient, et qui vont laisser des débouts très particuliers dans les sédiments. Alors, on avance un peu dans le temps, là, le Dévonien. Pareil, ici, il a également des couches ici. Alors, jusque-là, toutes les couches qu'on trouve nous pour la Mayenne, c'est là, du coup, du marron.
Après, il va y avoir des carbonates, il va y avoir des schistes et ainsi de suite. Donc, on a différents types de milieux marins, mais globalement, c'est du marin. Là, à l'Indien, on voit mon est en train de remonter et on est quasiment en position tropicale. Et en peine, nous, on a des traces, notamment de récifs, qui sont en Mayenne. Alors, je vous invite par exemple à aller voir le terrain de crosse qui est à changer. Vous allez voir en fait les parois, ce sont des gros calcaires, et dedans, faut avoir un petit peu œil et beaucoup de patience. Vous allez finir par voir en fait justement des petits morceaux précis, en fait, de coraux qui traînent là-dedans. Alors, il y a des coraux, il y a des brachiopodes aussi. Ça, pour poser des questions que tu as après, s'il vous plaît. Alors, si on avance, on voit que le bloc est en train de continuer à monter. On est carrément dans la position d'un vraiment équatorial à ce moment-là. Vraiment encore un petit peu au-dessous. Donc là, on est au Carbonifère. Et là, c'est les dernières fois où on voit des sédiments marins pour toute la période paléozoïque. J'avais l'impression. À partir de là, justement, on a plutôt des traces d'énergie. Donc si on va par exemple à Saint-Pierre-la-Cour, là, il faut des autorisations et tout. Parce qu'en fait, c'est dans la carrière de Saint-Pierre-la-Cour, vous allez voir des sédiments marins. Et en fait, vous allez commencer à avoir des couches à charbon. Sauf que les couches à charbon, ça se dépose en milieu continental. Et dedans, à un moment, on a plein en collection. On a des fougères, des plantes en tout le nord, peut-être, trouvées justement dans cette carrière-là. Donc là, on sait qu'on passe à du continental. Donc là, des zones sont émergées. Ça correspond également à la formation de la chaîne du massif armoricain. Donc là, en fait, on passe du milieu marin à un milieu qui va commencer à être sacrément mouillé pour eux. Alors, si on commence à avancer, on voit que là, ça commence à former un joli petit continent. Je pense que vous connaissez ce continent-là. Quelqu'un y est. Exactement, c'est la Pangée. Donc là, on est autour de 270 millions d'années. Donc c'est pareil d'un climat qui est assez chaud, qui se met en place à ce moment-là, plutôt aride, justement parce que comme il y a un seul gros bloc en fait continental, je vous ai parlé du climat océanique et le climat continental. Le climat continental sont beaucoup plus arides que le climat océanique. Donc on sait que tout de sens, là c'est très très sec, généralement, on sait bien. Alors si on continue à avancer, on évolue un cycle maintenant. Et on commence à voir un petit peu la forme de nos continents, qui là on a l'Afrique, ici l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Europe qui commence à avoir à peu près la tête de l'Europe. Alors, là, du coup, on arrive au Crétacé inférieur, j'ai juste passé là, donc Crétacé supérieur. Et en fait, parce que là j'ai quelques petites infos, c'est un haut niveau marin, en fait. Donc on est déjà en train de faire du lit, à 70, mais quelques millions d'années avant, c'est un des plus hauts niveaux marins qu'on ait connu. Et en fait, là, à ce moment-là, toute l'Europe, globalement, c'est un archipel. Si on avance encore, on arrive donc à l'Éocène, qui est le dernier maximum de température qu'on ait eu, avec des climats assez chauds, mais pas aussi chauds qu'au Crétacé. Et du coup, on arrive au Bessinien. Alors, le Bessinien, le truc qui est très intéressant, c'est qu'on a des grosses évaporites qui se sont mises en place, et on les trouve dans la Méditerranée. Et en fait, justement, c'est que là, il y a eu une phase très très chaude, très aride en fait à ce moment-là. Et justement, en fait, la Méditerranée s'est complètement refermée et il n'y avait plus d'eau dedans. C'est assez particulier à s'imaginer ça. Et donc, là maintenant, on arrive à nos temps. Donc là, la dernière glaciation, vraiment, le dernier maximum de glaciation qu'on ait connu, qui est du coup la taille la plus froide également, donc le Pléistocène et le passage à l'Holocène, commence à avoir des températures un peu plus chaudes. Donc voilà, ça c'est un petit résumé de tout ce qui se passe en Mayenne. Si je veux biber, je peux vous la montrer. Je vous remercie pour votre attention.